Voilà, l'enregistrement a démarré ou va démarrer. Il nous reste encore quelques minutes. Là, on est vraiment équilibré sur la représentativité entreprise. Il est vrai que c'est un sujet qui touche toutes les entreprises, grandes et petites. Bonjour Myriam, Fabienne. Marguerite, bienvenue. Alors, si vous avez des problèmes de son au cours de ce webinaire, vous avez la possibilité de friser la vidéo pour laisser plus de bande passante en fait. Bonjour Morgane. Voilà, quelques secondes encore avant de démarrer. Une répartition équilibrée donc sur le type d'entreprise. Je crois qu'on va pouvoir, Adeline, fermer s'il te plaît le sondage, puisqu'on va démarrer. Bonjour Philippe. Merci de nous rejoindre. Adeline, on peut démarrer l'enregistrement. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Voilà, Mathieu, tout le monde s'installe. Adeline, on peut lancer l'enregistrement. J'ai toujours la fenêtre. Est-ce que c'est... Voilà, parfait. Alors, comment tirer profit des données pour optimiser le parcours client? Sujet à la mode, bien sûr, la data d'un côté, la donnée client et le parcours client. Alors, au sommaire, donc, on va rapidement reparler de parcours et bien sûr de données. On va vous guider sur quels objectifs, comment s'y retrouver un petit peu pour justement aborder les différentes solutions qui s'offrent à vous pour optimiser ce parcours client, pour avoir toujours plus de performance commerciale. Donc un webinaire un petit peu plus court que d'habitude pour vous laisser plus de place aux questions-réponses. Alors, parcours client, c'est bien sûr différentes étapes de la vie du client que sont l'avant-vente, bien sûr, avec la recherche d'informations, la phase de vente et la phase d'après-vente, bien évidemment, selon un certain nombre aujourd'hui de canaux. Et ces canaux se multiplient, bien sûr, ça c'est la révolution digitale, donc des canaux digitaux avec bien sûr le smartphone, les réseaux sociaux, l'email notamment, des canaux plus traditionnels avec le centre de contact, le catalogue, les boutiques, hein, bien évidemment. Et puis ici, on a matérialisé le parcours selon différentes étapes d'un client digitalophile sur lequel on peut identifier un certain nombre de points d'enchantement client, bien sûr d'éventuels points d'irritation client et des points de rupture. Alors ça, des cabinets comme Stratello, qui est un partenaire, le font très bien. Ils utilisent différentes méthodes pour analyser ces parcours. Ils font des visites mystères, bien sûr. Ils ont des entretiens individuels, des ateliers collaboratifs. Et puis, bien sûr, il y a des parties études de data qui sont très importantes et on œuvre ensemble sur ces sujets-là. Pourquoi la data? Parce que cette data, aujourd'hui, elle se multiplie avec les différents canaux. Les volumes sont de plus en plus importants. On est dans une instantanéité qui fait que l'information doit être partagée. Le client est bien sûr beaucoup plus versatile parce qu'il peut passer d'un canal à un autre, mais surtout il peut passer d'un annonceur à un autre, d'un fournisseur à un autre très rapidement, très facilement. Donc tout ça multiplie les outils dans le système d'information de l'entreprise et ça nous amène une vision en silo parce qu'on a des silos d'information qui sont représentés par les différentes applications dans le système d'information et donc on a une vision éclatée du client. On n'a pas cette vision
360 degrés, cette vision globale du client. Et cette vision éclatée du client, elle apporte quelques difficultés, des difficultés bien sûr de consolidation et d'harmonisation de l'information, des difficultés d'exploitation de cette information, parce qu'on ne peut pas forcément la restituer au bon moment, au bon endroit, à la bonne personne, et puis des difficultés de reporting qui induisent des difficultés d'analyse et donc des difficultés de stratégie d'entreprise. Alors les enjeux de la data sont bien sûr d'avoir une expérience client non fragmentée. Il faut que le parcours client soit le plus fluide possible pour qu'on n'ait pas de point d'irritation, de point de rupture dans ces différents parcours parce que l'information serait mal partagée, que le client soit obligé de la répéter, de réitérer un certain nombre de choses, que d'un contact à un autre, on soit dans l'impossibilité de reprendre ce qui s'est dit au contact précédent et le contact précédent, c'est vraiment rapide. Donc, le deuxième point, c'est d'anticiper aujourd'hui et prédire des besoins, des usages, des comportements du consommateur. On ne peut plus simplement suivre, il faut anticiper. On est dans un aspect temps réel qui précipite cette anticipation d'ailleurs. Et puis, on est sur une analyse de données toujours plus massive, des données qui nous viennent du web, qui sont facilement collectables, des données sociales qui ne sont pas toujours structurées. Et puis, on nous annonce 50 milliards d'objets connectés en 2020. Donc, c'est beaucoup d'informations qui vont nous permettre d'alimenter cette connaissance client. Alors pour ça, il faut aujourd'hui avoir une méthode parce que sans méthode, ça va être un petit peu compliqué de commencer à centraliser, à harmoniser cette information. Et dans un premier temps, comme pour toute chose, il faut définir des objectifs qui soient très clairs. Des objectifs qui vont nous permettre de démarrer pas à pas, mais surtout des objectifs qui vont être partagés en interne. Pourquoi? Parce qu'on va le voir, tous les services qui sont en relation avec le client sont concernés dans l'entreprise et de plus en plus, il faut faire circuler cette information, il faut la partager et donc il va falloir partager ces objectifs pour partager ensuite les moyens que l'on va mettre en œuvre. Donc cette mise en œuvre, je viens de l'évoquer, il faut qu'elle soit simple, il faut qu'elle soit pas à pas, il faut ne pas perdre de vue le côté opérationnel de la mise en œuvre rapide d'un certain nombre d'outils pour progresser petit à petit. Il faut penser à maximiser les retours sur investissement et éviter donc de s'éterniser et d'avoir des investissements trop lourds au départ. Et puis, bien sûr, tout ça va de pair avec des délais contrôlés parce que l'Arlésienne, c'est jamais bon pour ce type de projet, surtout lorsqu'ils impliquent et qu'ils impactent plusieurs services dans l'entreprise, comme on va le voir. Et puis, toujours cette délégation d'autonomie qui garantit un certain niveau de performance dans l'entreprise. Alors ces solutions, bien sûr, elles portent autour de l'information qui conduit à décider et qui conduit à agir. Il y a trois axes qu'on va devoir analyser et se poser autour de ces trois axes pour se questionner. C'est bien sûr un aspect connaissance client. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai vraiment la connaissance de mes clients? Est-ce que j'ai tous les outils? Est-ce que j'ai tous les moyens pour connaître parfaitement mes clients, pour savoir qui cibler et pour savoir quoi leur répondre, pour savoir quoi anticiper, savoir quoi leur proposer au bon moment, dans le bon contexte, bien évidemment. C'est des interactions clients, ça c'est le deuxième axe important. Vous voyez que la donnée, elle sert bien sûr à connaître, mais elle sert aussi à interagir. Et c'est là aujourd'hui où, dans ce contexte multicanal, dans ce contexte plutôt omnicanal, il va falloir fluidifier ce partage d'informations pour faciliter l'expérience et donc le parcours du client. Et puis, le troisième axe, c'est celui de la capitalisation, c'est celui de l'auto-apprentissage, parce que cette capitalisation d'informations, cette historisation va nous permettre de tirer des enseignements et va nous permettre de suivre l'évolution du consommateur et de l'anticiper. Alors, quelle solution on va mettre en œuvre autour de tout ça? Eh bien, c'est des solutions qui vont s'articuler d'abord sur la connaissance client et je vais vous poser je vais formuler ici quelques analyses. Je vous invite à prendre des notes d'ailleurs parce qu'on va faire un QCM juste après, donc Adeline a les noms, donc attention à ceux qui ne répondent pas correctement au QCM. Donc ici, vous voyez une typologie. Clients amateurs de discount, clients volatiles, etc. Donc, dans ces analyses descriptives, on va pouvoir, vous connaissez certainement des segmentations de type RFM. RFM, est-ce que dans la salle, quelqu'un peut nous mettre en clair le RFM? Ce n'est pas une station de radio.
Non, personne. Récence. Voilà, très bien. Bon, merci, voilà, bon. Effectivement, récence, fréquence, montant, et le FRAC, c'est la même chose en anglais, dans lequel on rajoute le type. Donc, en fait, on va faire des segmentations de clients en fonction de la récence de leurs achats, de la fréquence de leurs achats et de leur montant de leurs achats. Donc ça, ce sont des analyses relativement classiques, mais qui nous permettent de caractériser les clients d'une certaine façon, à part le type d'achat par exemple, mais on peut faire d'autres segmentations géographiques, par attitude, par valeur, par style de vie, par secteur d'activité pour le B2B, hein, bien sûr, par taille salariale, toujours pour le B2B, puisque juste avant j'ai évoqué plutôt des aspects B2C, et puis de type comportement, quels sont les usages du client, quel est son volume d'achat, quels sont les prix, quelle est sa fidélité à l'entreprise. Et puis on peut faire également des typologies de type par exemple PMG, PMG qui veut dire une réponse de la salle. Pas de réponse dans la salle, pas de réponse une fois, pas de réponse deux fois. Ah, très bien. Merci Jonathan. Petit, moyen, gros client. Voilà, petit, moyen, gros client. Donc, ça, ce sont des typologies relativement classiques, mais que tout le monde ne réalise pas. Pourquoi? Parce que les outils ne sont pas là, parce qu'on n'a pas forcément le temps ou parce qu'on n'a pas forcément ce type de stratégie aujourd'hui. Alors, la connaissance client, c'est aussi, après ces analyses descriptives, des analyses prédictives. L'analyse prédictive, et je vais revenir sur la diapo juste à côté parce qu'elle illustre le propos. Quels sont les inactifs à réactiver, par exemple, prioritairement? Quels sont les modèles d'alerte contre l'attrition, les gens qui vont nous quitter, qui sont donc en mode rupture, et anticiper justement cette rupture pour éviter qu'ils ne s'en aillent, cibler les meilleurs répondants, fidéliser, donc quel est le seuil de points à partir duquel il faut déclencher un certain nombre d'actions pour activer la fidélisation ou pour favoriser la fidélisation, à quel moment déclencher tel type d'offre par exemple, quel type de recommandations faire. Donc tout ça, ce sont des modèles prédictifs, enfin c'est des modèles prédictifs qui vont nous permettre de répondre à ce type de questions au travers de scores, scores d'appétence, scores d'attrition, au travers d'arbres de décision, de moteurs de recommandation. Et vous voyez ici, sur cette courbe de gain, on illustre là, lorsque j'ai sur l'axe des abscisses la population et sur l'axe des ordonnées le chiffre d'affaires généré par mes campagnes, par exemple, lorsque je suis dans un tirage aléatoire qui n'a pas été modélisé, vous voyez, il faut que je prenne, pour maximiser mon gain, il faut que je prenne la totalité, c'est cette courbe-là, il faut que je prenne la totalité de ma population pour avoir le maximum de mon gain. Alors que je sais très bien que j'ai qu'une dizaine de pourcents de gens qui vont répondre à ma campagne et que si j'avais la boule de cristal, je serais à même de maximiser cette campagne en sélectionnant ces quelques 10% qui m'amènent les 100% de mon gain. Avec le modèle prédictif que je vais calculer par rapport à des clients déjà existants, eh bien, je vais avoir sur cette courbe ici la possibilité de sélectionner. Vous voyez, si je prends 30% de la population ici, je vais être à 65% à peu près de gain. Donc, je vais plus que doubler par rapport à un tirage aléatoire mon chiffre d'affaires ou mon gain. Donc, vous voyez, toute cette courbe ici, cette aire ici, montre la maximisation du gain en fonction du score prédictif. D'où l'intérêt de faire des analyses clients parce que ici, je vais bien sûr avoir des rendements nettement supérieurs grâce à ces analyses prédictives qui, grâce à l'omnicanal aujourd'hui, peuvent se faire en temps réel. C'est notamment les moteurs de recommandation et c'est ainsi que lorsque je gère du volume, je peux, grâce à des ROI maximisés, optimiser mes parcours clients et optimiser bien sûr mes gains. Alors, questionnaire, Adeline, on a le deuxième questionnaire. On va vous poser quelques petites questions pour savoir aujourd'hui où en êtes-vous dans vos analyses clients. Alors, on change de... Voilà, c'est... non, c'est le questionnaire, le deuxième questionnaire, Adeline. Voilà. Alors, quelles analyses clients est-ce que vous effectuez aujourd'hui? Vous avez plusieurs réponses possibles de type, est-ce que vous faites de la RFM, justement, on en a parlé. Est-ce que vous faites, effectivement, on avait perdu la petite coche.
Est-ce que vous faites des analyses de satisfaction client? Est-ce que vous faites de la LTV? La LTV, c'est pas une émission de radio, c'est la lifetime value, donc c'est la valeur du client. Est-ce que vous calculez cette valeur du client, hein, cette valeur du client qui se calcule à partir des gains espérés sur un cycle de vie de 5 ou à 25 ans, selon qu'on apprend à court ou long terme? Est-ce que vous avez fait des typologies, des types petits, moyens, gros clients? Est-ce que vous faites des scores d'appétence, des scores d'attrition? Est-ce que vous avez un moteur de recommandation? Voilà. Est-ce que vous ne faites aucune de ces analyses? Voilà, donc vous voyez, la RFM, c'est quelque chose qui est à 40 et quelques %. Donc les enquêtes de satisfaction client, il n'y a aucun critère qui n'est à 100%. On est à 60% pour le meilleur des critères qui est la satisfaction client, qui est effectivement une des premières analyses qui peut nous montrer les points d'amélioration à mettre en œuvre tout au long du parcours client, tout au long de nos différents points de contact avec le client, sur notre chaîne éventuelle de service également, 65%. Donc, alors il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas encore cette connaissance, on a 10% qui ne savent pas, donc qui n'ont pas cette connaissance sur le client, qui ne font aucune analyse ou qui n'ont pas la maîtrise de ces analyses dans l'entreprise. Or, ces analyses sont fondamentales pour améliorer le parcours client, pour améliorer les différentes interactions avec le client. Hein, donc, pour mieux le connaître, mieux anticiper ses besoins, mais surtout pour mieux interagir au bon moment avec lui. Voilà, donc je regarde, hein, la RFM reste effectivement l'analyse la plus importante après la satisfaction client. Et pour tout le reste, on est à peine à 10%. Donc là, il y a matière significative à impacter l'analyse client par une meilleure connaissance avec un certain nombre d'outils qu'on va évoquer par la suite. Merci Adeline pour ce questionnaire. Alors, les interactions clients nous amènent à deux types de questions. C'est lorsque je suis en interaction client, on va se poser des questions sur la collecte de l'information. Quelles informations je dois collecter lorsque j'ai ce privilège, lorsque j'ai cet avantage, je dirais, d'être vis-à-vis de mon client, que ce soit de façon directe en vis-à-vis avec un interlocuteur, que ce soit dans un magasin ou avec une force de vente ou dans un centre de contact, ou que ce soit via un terminal parce que je suis dans un mode de plus digital. Donc, quelle information obtenir? Quelle va être l'utilité de cette information? Parce que collecter l'information nécessite une certaine souplesse. Il ne faut pas être inquisiteur non plus. Donc, quel va être l'aspect de la souplesse par rapport aux différentes contraintes qu'on peut mettre sur cette collecte? Alors, parfois, les jeux concours sont de bons moyens pour en savoir un tout petit peu plus sur le consommateur, sur le client. Attention néanmoins à quels sont les outils qui vont me permettre la mise à jour, qui vont me garantir la fiabilité de l'information. Et puis, bien sûr, il y a aussi des aspects de réglementation CNIL qu'il faut aborder lorsque on va sur cet aspect de collecte d'informations. Donc, quand je suis dans une interaction client, j'ai bien sûr quelle source d'information est-ce qu'il faut que je collecte dans ce moment-là, et puis c'est quelles sont l'information que je dois restituer, que je dois diffuser, que je dois agréger pour pouvoir m'en servir de façon à l'exploiter correctement. Alors, pour quel utilisateur? Est-ce que c'est le consommateur final? Est-ce que c'est quelqu'un en interne dans l'entreprise? Pour quels objectifs? À quoi va me servir cette information dans la restitution que je fais, parce que il faut s'en servir bien évidemment à bon escient. Quelle délégation de mise à jour en interne pour quel type d'utilisateur? Parce que selon les services, est-ce que tel service a le droit de mettre une information qui a été saisie par un autre dans l'entreprise? Dans des process d'organisation ici, des business process qui sont à valider pour pouvoir parfaitement gérer à la fois cette collecte d'informations et ce partage et cette fluidification de l'information tout au long du parcours du client. Alors Adeline, on va repartir sur un questionnaire d'interaction client pour savoir si aujourd'hui dans l'entreprise, vous avez identifié prioritairement un point d'interaction client. On peut le laisser même voilà. Vous voyez ici donc la boutique en ligne, le centre de contact.
Alors bien sûr, en fonction de est-ce que vous disposez ou pas, est-ce qu'il y a des points prioritaires. Alors mettez les points prioritaires d'amélioration parce que voilà, donc la boutique en ligne semble se détacher. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui pas mal de gens qui font du digital, le centre de contact, le magasin, la force de vente, le SAV. Alors on voit que les réseaux sociaux, autres aspects digitaux, donc on a ici, bon, même si la boutique en ligne et le centre de contact prennent dans la force de vente également, ouais, ça bouge. Alors, c'est tout à fait intéressant parce qu'on se rend compte ici que l'ensemble des points de contact nécessitent des points d'amélioration, alors certains plus que d'autres. Ça veut dire que, quelque part, l'information ne circule pas correctement d'un point à l'autre. Voilà, donc là, vous avez déjà des aspects, des points d'amélioration et des objectifs qui peuvent découler de cette prise de conscience sur ces points d'amélioration au niveau des interactions avec le client. Merci Adeline. Alors, ça m'amène aujourd'hui à définir quelques concepts supplémentaires dans le système d'information et notamment, on va parler de RCU, de référentiel client unique et de data lake. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de ces différentes notions. Le RCU va travailler sur des données structurées, je dirais, c'est ce que vous connaissez tous aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a dans le système d'information des choses parfaitement identifiées avec la vente, le marketing, le web, les ERP, le SAV, donc une information qui nous vient des différents canaux, mais qui est structurée. Donc, grâce à des ETL, on va extraire, transformer et on va charger dans ce qu'on appelle un data warehouse, donc le référentiel client unique, après des process de transformation de l'information, donc de normalisation de cette information, de déduplication de l'information et de consolidation, d'harmonisation de l'information, avec ici des aspects d'enrichissement et de qualité de données qui vont nous permettre, grâce à ce référentiel client unique, de faire du décisionnel, donc on a évoqué ces aspects de connaissance client en termes d'analyse descriptive et d'analyse prédictive, et puis de gérer des campagnes multicanales avec un aspect de remontée d'informations, puisqu'on a vu que dans les différents silos qu'on évoquait précédemment dans le questionnaire, vous aviez des aspects d'amélioration de points de contact, aussi parce que l'information n'est pas forcément toujours disponible. Donc, à partir du moment où je veux la faire circuler, il faut que je la centralise dans le référentiel client unique et puis que je la fasse remonter. Alors, descendre l'information dans le data warehouse, dans ce RCU, c'est déjà délicat. La faire remonter, ça l'est encore un petit peu plus parce que là se posent des questions entre les différents services de qui va prendre le pas sur qui en termes d'information. Alors, ça, c'est du côté référentiel client unique, une information structurée. Et aujourd'hui, avec le big data, on a la partie non structurée qui nous arrive, puisqu'on a des données web, notamment sur les réseaux sociaux, qui nous proviennent donc de différents médias. Mais on va gérer ici des lignes, on va gérer des emails, on va gérer des documents web, on va gérer des documents PDF. Donc, on va gérer des documents non structurés. Et tout à l'heure, on parlait d'ETL. Ici, on va parler d'ELT parce qu'on va d'abord extraire, on va ensuite charger et c'est à l'intérieur du data lake qu'on va transformer l'information et qu'on va y accéder directement avec des outils qui sont un petit peu différents. Donc on va y faire là ici du décisionnel et on aura des outils un petit peu plus puissants, un petit peu plus difficiles à manipuler et qui vont travailler sur de beaucoup plus grands volumes, beaucoup plus gros volumes pour sortir non seulement des tendances, mais également des scores ou des moteurs de des recommandations. Et là on est plutôt aujourd'hui, les grands dans ce domaine sont des gens comme Google, comme Amazon, etc. qui utilisent et qui maîtrisent ces différentes techniques parce qu'ils utilisent, donc ils ont des volumes très importants. Mais dans les deux cas, le data warehouse, qu'il soit un RCU, donc un référentiel client unique, ou un data lake, vont alimenter le CRM parce qu'on va créer des scores, on va créer de la prédiction, et puis ils vont alimenter aussi la DMP qui est la Data Management Platform, qui va nous permettre de coordonner nos différents canaux, nos différents médias, pour interagir de façon optimum avec notre consommateur tout au long de son parcours. Alors,
les solutions aujourd'hui RCU, notamment on fait du Master Data Management lorsqu'on parle de RCU parce qu'on va gérer à la fois un contenu, c'est-à-dire qu'on va avoir donc des données clients et au travers de qualité d'enrichissement de données, avec de la normalisation postale, avec du dédoublonnage, avec tous ces aspects de qualité de données, on va pouvoir donc gérer le contenant, on va pouvoir gérer ce contenu et l'agréger dans un contenant, donc ce Master Data Management qui, au travers d'une base de données, de workflow, d'ETL, d'intégrité de données, de gestion d'infrastructure, on va vous proposer donc de gérer ce référentiel client unique, donc de plusieurs façons, soit la Je suis revenu, on a été coupé. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde m'entend? C'est bon? Oui. Alors, désolé pour l'interruption. Merci. Voilà, donc je reprends plusieurs possibilités de MDM. Soit l'opérateur, l'annonceur a la capacité de gérer lui-même son MDM et nous, on va l'assister sur ces aspects d'agrégation de contenu, de mise en œuvre initiale et de mise en œuvre ultérieure. Soit l'annonceur souhaite sous-traiter et passer en mode SaaS sur la totalité, donc on peut apporter la totalité et partir sur quelque chose de très spécifique parce que ça nécessite quelque chose de très spécifique. Soit on va partir sur des outils MDM du marché pour développer la partie contenant du MDM avec toujours donc cette même maîtrise du contenu puisque nous travaillons sur ces aspects de qualité, d'agrégation du contenu. Alors, aujourd'hui, on va distinguer le Smart Data du Big Data. Et dans ce Smart Data, j'ai fait une petite distinction entre, je dirais, le multicanal et l'omnicanal ou le mono-multicanal, hein, puisque on était avant, il y a quelque temps, dans du monocanal et puis on est passé à du multicanal avant d'arriver vers cet omnicanal où la synergie entre les canaux est bien plus importante que lorsqu'on est en multicanal où finalement on va se servir de différents canaux pour faire surtout du push, hein, pour pousser de l'information, mais on n'aura pas la synergie qui permettra d'interagir de façon optimum sur l'ensemble des canaux. Alors, on reprend les trois axes de travail qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire 1, la connaissance client, 2, les interactions clients et 3, cette partie capitalisation auto-apprentissage. Alors, sur le mono-multicanal, on avait bien sûr, sur la connaissance client, besoin de data quality. Ça, c'est dans vos aspects, de quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui pour valider ma connaissance client? Ben, il me faut de la data quality, assurément, et il me faut du data mining. Donc, data mining avec des techniques d'analyse descriptive et prédictive, comme on l'évoquait tout à l'heure. Dans la partie interaction client, on va ajouter à tout ça des outils de relation client pour couvrir les besoins de la force de vente, couvrir les besoins du centre de contact, couvrir les besoins du marketing, couvrir les besoins du support. Et puis, bien sûr, on avait de la gestion de campagne multicanal. La notion de capitalisation et d'auto-apprentissage se faisait un petit peu moins parce que on n'avait pas, comme aujourd'hui dans la partie omnicanal, cet aspect RCU, donc référentiel client unique qu'on vient d'évoquer à l'instant, qui lui va nous permettre d'agréger l'ensemble du contenu des différents canaux et qui va permettre donc de capitaliser, qui va permettre d'historiser l'information et donc qui va nous permettre de l'agréger. Alors que comme j'ai cette agrégation, je vais pouvoir rentrer ici dans une logique aussi de récurrence au niveau du data mining, puisque comme j'interagis de façon beaucoup plus interactive, beaucoup plus temps réel grâce à l'omniprésence dans mes différents canaux, mon data mining devient quelque chose d'automatique, de récurrent, alors que quand j'étais dans du monocanal, hein, j'étais plutôt sur quelque chose qui était beaucoup moins temps réel, et donc je pouvais me satisfaire d'avoir du data mining ponctuel. J'étais, je dirais, en amont. Voilà, donc je faisais de la gestion de campagne, alors qu'ici, là, je suis dans une gestion de campagne perpétuelle avec des scénarios qui vont permettre d'interagir selon le parcours client de façon multiple et variée à chaque point de contact selon des automatisations qu'on programme et bien sûr qu'on fait évoluer au fil du temps. Donc ici, vous voyez que la partie capitalisation auto-apprentissage, elle va se faire parce que, bien sûr, j'ai introduit ici, dans mon omnicanal,
multicanal, cette notion de RCU. Donc la différence entre le mono multicanal qui était hier et aujourd'hui, c'est cette partie RCU. Et lorsque je rentre dans le big data, la différence, c'est que je vais, dans le big data, rajouter le data lake. Le data lake qui, lui, va me permettre de travailler sur donc, des données non structurées et sur des volumes beaucoup plus importants, mais qui vient en complément du RCU alimenter le CRM et ma DMP que j'ai introduite ici, puisqu'elle interagit de façon dynamique sur l'ensemble des points de contact dans le parcours client. Alors, lorsque je veux avoir une vision unique du client, j'ai besoin d'avoir une vision globale de l'entreprise et donc on interagit, on va intervenir sur les processus, sur les technologies et sur le savoir-faire dans l'entreprise. Et pour ça, on va le faire selon un certain guide méthodologique qui sont quels sont les objectifs de l'entreprise et on peut vous aider bien sûr à définir ces différents objectifs dans l'entreprise, pour quels utilisateurs, pour quelles actions, quelle est l'architecture de mon SI, quels sont les business process, quelles sont les tables, quelles sont les data. Donc vous voyez qu'on a besoin d'avoir cette vision transversale de l'entreprise pour arriver à cette information sur les données précises, parce que quels sont les flux entrants, sortants, parce que je vais avoir besoin d'arriver à ma data et quelles sont ces informations data. Donc quelles sont ces informations qui sont de nature différente, chez des informations sociodémographiques, donc c'est l'âge, c'est le sexe, c'est le CSP, c'est la taille de l'entreprise, par exemple, c'est son code d'activité pour lorsqu'on est en B2B. J'ai des données transactionnelles donc, qui sont issues ici donc des ERP et de tout ce qui est des commandes, et là qui vont vraiment me permettre de connaître au plus précis la façon dont mon consommateur se comporte. J'ai des données comportementales sur le web, par rapport aux produits, par rapport à l'entreprise, des données de navigation, mais ce n'est pas les mêmes données que le transactionnel, bien sûr, qui me vient de la partie commande. J'ai des données de personnalité, de style de vie qui peuvent s'acquérir éventuellement à l'extérieur, des données d'attitude psychologique. Est-ce que j'achète une voiture premium pour valoriser l'image de moi-même? Des données de situation d'achat. Est-ce que je me déplace au restaurant le week-end ou pas, par exemple? Des données exogènes que peuvent être la météo, puisque la météo peut influencer des achats sur le jardinage, par exemple, le bricolage, la mode vestimentaire ou autre. Alors, les analyses de données, elles se font aussi par rapport à l'information qui a un sens, qui a une valeur, qui doit être normalisée, qui doit être complète. Ça, c'est aussi une des problématiques dans les bases de données, c'est est-ce que mon information est complète? Est-ce que je vais pouvoir l'utiliser pour tel type d'analyse ou pas? Est-ce qu'elle est fiable? Est-ce qu'elle est mise à jour? Est-ce que, je parlais à l'instant de normalisation, on a trouvé dans un même fichier jusqu'à 25 ou 27 formats de dates différents, je ne savais même pas que c'était possible, dans une même base de données. Donc il a fallu normaliser ça et voilà. 27, je crois que c'était 27 formats, c'était voilà. Là, est-ce que mon information est redondante? Est-ce qu'elle est disponible? Est-ce qu'elle est facilement accessible? Et ça, notamment pour les services marketing, c'est souvent une problématique qu'on a lorsqu'on n'a pas créé de référentiel client unique, c'est que le marketeur n'a pas accès à l'information. Parce que lorsqu'il veut faire des analyses croisées, il a besoin d'aller sur tel ou tel type de système d'information et le marketeur lui-même n'a pas ce type d'information et toutes les entreprises n'ont pas forcément des services de data mining avec des gens qui vont être des data scientists qui vont cumuler à la fois des compétences techniques informatiques et des compétences statistiques marketing. Donc la disponibilité de l'information, c'est quelque chose d'important et le référentiel client unique va permettre de répondre à ce besoin. Et puis bien sûr, des aspects de volume, et notamment lorsqu'on parle de big data. Alors, dans nos process, on va aussi travailler parfois par modèle, par data mart, c'est-à-dire que pour répondre à des objectifs, on va simplifier la lecture des données et pour tel ou tel type d'objectif, hein, souvenez-vous, on a dit commencer petit, hein, répondre précisément à des premiers objectifs et donc commencer par des premiers data mart pour aller plus vite dans la mise en œuvre. Préparer des agrégats parce que les informations ne sont pas toujours prêtes, notamment lorsqu'on parle de récence, fréquence et de montant.
sont des informations qui ne sont pas disponibles à l'état brut dans une base de données. C'est-à-dire qu'on va calculer ces informations à partir d'une information qui nous vient des ERP, et c'est là qu'il va falloir agréger ces informations et donc les structurer d'une certaine façon. Et puis bien sûr donc des dictionnaires. Alors on va analyser les types de flux entrants, sortants, quel type de traitement de données data quality mettre en œuvre pour garantir l'intégrité des données, quelle fréquence. Donc voilà les questions auxquelles il va falloir répondre dans les différents types d'analyses que vous devez mener pour analyser votre data et pour préparer votre data à rentrer dans quelque chose, dans un flux de consolidation au travers d'un référentiel client unique pour pouvoir valider vos parcours clients et valider votre connaissance client, valider vos interactions clients. Vous l'avez compris, la data, elle est vraiment au cœur de cette optimisation des parcours clients pour ces aspects de connaissance et d'exploitation et d'interaction. Donc, définir précisément une stratégie, ça, c'est extrêmement clair dès le départ. Impliquer et rendre disponibles les services en interne. Pourquoi? Parce que, j'en ai parlé tout à l'heure, tous les services sont impactés, ou beaucoup de services dans l'entreprise sont impactés par ce référentiel client unique, par ce partage de l'information, par cette délivrabilité interne de l'information, par cette mise à jour, parce que ça, c'est aussi un combat permanent que de mettre à jour cette information, parce qu'on sait très bien que la philosophie de la base de données, c'est l'imperfection, mais au plus je mets de la rigueur, au plus je mets de la fluidité dans mes outils pour garantir cette mise à jour et cette consolidation d'informations, au mieux mon information sera exploitable. Et au plus j'aurai de succès, et plus je vais satisfaire mes utilisateurs. Il ne faut pas perdre de vue que l'objectif, c'est quand même l'utilisateur que ce soit de l'utilisateur interne ou externe d'ailleurs. Au plus je vais satisfaire mon utilisateur interne, au mieux je vais avoir des données de qualité. Et ça ici, la cohérence interne entre les métiers et les systèmes d'information est aussi importante pour que les gens du IT et les gens des métiers travaillent main dans la main pour favoriser la bonne qualité, la bonne gouvernance des données. Voilà. Des choses importantes aussi à définir, sur lesquelles on peut passer un petit peu de temps, c'est la définition de l'unicité, le retour, la remontée d'informations dans les différents systèmes d'information et le volume et les formats de données. J'en ai déjà parlé. Pragmatisme et simplicité opérationnelle à ne pas perdre de vue. Alors, j'en profite, c'est le dernier questionnaire, le dernier petit sondage. Vous voyez, je vous aurais fait participer pas mal. Adeline, si tu peux nous afficher, s'il te plaît, le dernier sondage qui est quels sont vos besoins aujourd'hui sur le système d'information selon ce qu'on vient d'évoquer. Donc, vous avez plusieurs possibilités de réponse. Alors, ça, c'était le précédent. Voilà. Le dernier, voilà. Donc la qualité d'enrichissement de données, le décisionnel et le data mining là pour la connaissance avec les scores, on l'a vu, les scores prédictifs, la partie analyse, la partie relation client. Alors là c'est l'ensemble des différents outils de la relation client, que ce soit pour le centre de contact ou la partie force de vente. Est-ce que c'est la partie DMP? Donc la partie DMP, je vous le rappelle, c'est le Data Management Platform et c'est donc pour gérer de façon optimum toutes les interactions qui peuvent être entre le web, le digital, enfin tous les médias digitaux, voire même offline. C'est le référentiel client unique qui va permettre de centraliser l'information pour capitaliser davantage et avoir un data mining davantage opérationnel. On peut faire du data mining sans RCU, mais lorsque le RCU est constitué, on aura plus de facilité à pouvoir le faire parce qu'on aura une richesse d'informations supérieure. Le data lake, où là on est plus dans le big data, avec des tendances importantes. Donc la qualité et l'enrichissement de données, c'est prioritaire, parce que vous l'avez compris, c'est quand même une des pierres angulaires, c'est-à-dire que pour constituer tout le reste et pour si je veux faire du data mining ou si je veux avoir de bonnes informations dans le CRM, dans l'ensemble de mes outils CRM, il me faut effectivement de la qualité de données. Le RCU, effectivement, c'est le point supplémentaire, c'est-à-dire que lorsque je pose le postulat d'agréger ma data, de toute façon, j'ai besoin de passer par la qualité de données. Alors, deux petits
c'est RCU, CRM, DMP et BI, Business Intelligence, pardon. Donc, vous voyez qu'on couvre l'ensemble du spectre que l'on a évoqué pour favoriser cette connaissance client, pour favoriser cette interaction client en travaillant sur la data. Donc, du data mining, en passant par la qualité de données, en passant par le RCU, les outils de CRM, la DMP, on a aujourd'hui la panoplie complète pour répondre aux besoins que vous avez évoqués, donc soit en infogérance, soit en mode SaaS et soit en prestation de services. Alors bien sûr, on travaille sur l'ensemble des secteurs d'activité parce que toutes les entreprises aujourd'hui sont concernées. Et comme on a pris un tout petit peu de retard, je passe rapidement. Je vous annonce que le prochain webinaire sera spécifiquement dédié au data mining. On rentrera dans le détail des analyses descriptives, dans le détail des analyses prédictives. Je serai accompagné par notre consultante data mining, Hélène Ivanov. On vous montrera, on illustrera les propos avec un logiciel Nullbox. Donc rendez-vous le 7 juin pour cet aspect data mining. Je maintenant me tiens à votre disposition pour répondre à vos différentes questions. Merci Adeline de nous dire, de rappeler que la chaîne Amavis vous permet de voir effectivement les différents webinaires à venir. Alors il y en aura un également le 16 juin concernant la nouvelle législation sur la prospection téléphonique et au postel, puisque là aussi, Amavis est très présent sur ces aspects CNIL, réglementation. Merci Anne. Est très présent sur ces aspects et donc une nouvelle législation qui a vu le jour cette année va entrer en vigueur à partir du 1er juin. Donc on vous dira tout le 16 et il y aura une période effectivement un petit peu de mise en œuvre. Merci Fatima. Une période de mise en œuvre pour les opérateurs français. Je précise, puisque nous avons ici nos amis marocains dans la salle, ça concerne la France là uniquement. Donc c'est le 16 juin à 14h30 sur Blocktel. Blocktel, donc pour les gens qui ne souhaitent pas être prospectés par téléphone. Et nous répondrons à vos différentes questions. On présentera l'ensemble du dispositif avec les contraintes réglementaires auxquelles tous les annonceurs français, sans exception, doivent se soumettre pour respecter la législation. Et je vous le rappelle, ça rentre en application dès le 1er juin avec ce nouveau système, donc via la société Oppostel, le dispositif Blocktel. Voilà, pour respecter le droit d'opposition. Donc c'est un petit peu un opt-in téléphonique, c'est l'opt-in téléphonique par rapport à l'email. C'est-à-dire que par défaut, les gens qui ne veulent pas être, enfin pas par défaut, mais les gens qui ne veulent pas être prospectés pourront se déclarer sur une liste d'opposition et donc ils pourront faire valoir leur droit à ne pas être prospectés au téléphone. Voilà, encore désolé pour l'interruption due au direct. Les studios Cognac G nous avaient coupé. Voilà. Merci à tous. Merci Philippe. La présentation était claire. Vous allez recevoir les présents recevront donc par email. Merci Dalila, merci Amine, merci Khalid, merci Laurent, merci Tony. Merci de votre participation. Et puis, je vous donne rendez-vous donc le 7 juin pour le data